bonjour. Moi, je m'appelle Gérard Magnin. J'ai travaillé une grande partie de ma vie sur les sujets qui sont relatés dans ce film, disons depuis une bonne quarantaine d'années, au travers de différentes étapes en différents lieux, au niveau, je dirais, associatif ou politique dans les années 70, au niveau professionnel à partir des années 80, où j'ai été dans la région où j'habite, en Franche-Comté, le premier responsable régional de ce qui s'appelait à l'époque l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui est devenue l'ADEME entre-temps. J'ai ensuite initié avec un petit groupe de villes en Europe, 6 villes au départ, un réseau de villes qui s'appelle Energy Cities et qui réunit environ 1 millier de villes de 30 pays aujourd'hui, donc avec une équipe de 25 personnes de 9 nationalités réparties un petit peu partout en Europe, et dont le président est le maire de Heidelberg, et précisément un passage sur le quartier Bannstatt de Heidelberg dans ce film. Après, j'ai été en retraite et au même moment, j'ai été nommé au conseil d'administration d'EDF, ce qui n'était pas a priori dans ma stratégie de carrière, disons comme ça. En fait, l'État m'a proposé pour être un des administrateurs d'EDF parmi 18 administrateurs au total. Donc, et puis j'ai ensuite démissionné du conseil d'administration d'EDF à l'occasion en fait de la décision que prenait EDF sur l'investissement de Hinkley Point, là, dont on a parlé dans le film également. Voilà, considérant que finalement l'entreprise continuait à mettre en fait tous ses œufs dans le même panier nucléaire et que finalement la diminution progressive du nucléaire en France et la recherche de solutions alternatives finalement atteignait difficilement l'entreprise au-delà des discours, et donc j'ai démissionné à ce moment-là. Et donc c'était au mois de juillet de cette année. Et puis depuis le mois de septembre, à la faveur de la création d'une société coopérative d'intérêt collectif dans le Jura, l'acronyme c'est SKIC, donc on l'a appelé Jura SKIC, voilà, et qui a comme objectif de développer le financement citoyen de projets renouvelables territoriaux. Et j'en assure la présidence, donc c'est tout jeune, ça, c'est une start-up, mais on est sur un premier projet sur l'acquisition d'une partie d'un parc éolien qui nous a permis quand même en quelques mois de réunir plus de 500 personnes. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a un assez fort potentiel, beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, et en activant pour l'instant encore relativement peu de choses. Donc voilà un peu pour dire de où je parle. Après, je dis 2 mots de commentaires sur ce film que j'ai découvert aujourd'hui, je n'avais pas vu, donc en acceptant de venir en discuter, j'avais pris le parti que j'aurais pas de problème avec ce film pour en discuter à la fin, et je crois que j'ai bien fait. En tout cas, je regrette pas de l'avoir fait parce que je trouve que c'est vraiment une réussite, ce film. C'est vraiment bravo à ceux qui en ont eu l'initiative, qui l'ont produit, réalisé, qui le distribuent, et puis bravo à tous ceux qui vont l'accueillir dans des salles déjà ici, et puis ensuite un petit peu partout en France. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le fait que ce soit d'ailleurs un film allemand, c'est intéressant pour ça, parce que je dis, on y voit aussi de l'industrie, la grosse industrie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le schéma, la transition énergétique, bon, c'est juste faire son petit truc à la maison, mais c'est aussi faire son petit truc à la maison. Mais c'est pas juste ça. On voit dans ce film, oui, du gros matériel, on voit des gros camions, on voit de la grosse mécanique, on voit... Et donc, ça, en tout cas, ça met la transition énergétique à un niveau de défi très très élevé.
C'est ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est une facette, pour moi, très importante dans ce film et qui est assez différente de films que j'ai pu voir jusqu'à présent sur le sujet. Mais c'est une des dimensions qu'il y a, parce qu'il y a aussi toutes les autres dimensions, les dimensions communales, et l'importance d'avoir un pouvoir communal assez fort, et l'importance que ce pouvoir a dans un pays fédéral, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer avec notre pays centralisé, où la question d'autonomie communale est beaucoup plus faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, et puis la loi donne des nouvelles prérogatives, donc quelque chose qu'on peut faire, mais disons qu'on n'est pas dans cette culture étatique qui nous amène à tout attendre de l'État pour un jour faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas dit dans le film, mais c'est l'histoire, c'est que s'il y a eu cette loi en Allemagne sur les énergies renouvelables, la loi EEG, eh bien c'est parce que c'est des communes qui au départ ont décidé de développer la production renouvelable locale, et pour ça ont mandaté leur compagnie municipale, les Stadtwerke, pour acheter plus cher l'électricité produite en énergie renouvelable. Et ensuite, une commune l'a fait, une autre, et puis un grand nombre l'ont fait, et c'est devenu la loi. Et c'est cette loi qui a inspiré la directive européenne sur les énergies renouvelables, qui a permis le développement des renouvelables de façon assez significative dans les 20 dernières années en Europe. Donc ça, c'est quand même, il faut se rendre compte de ça, parce que c'est toujours bien, je pense, de faire l'histoire pour mettre en évidence un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc il y a cette dimension de la paix ou de la guerre, avec tout ce passage sur l'Ukraine. Moi j'ai été en Ukraine, on a un réseau Energy Cities en Ukraine, qui est membre sur une base fédérale de Energy Cities Europe. Et quand on voit ce qui se passe, et quand on voit cette femme qui dit, voilà, on pense toujours que la guerre c'est pour les autres, mais des fois ça arrive chez soi. Donc ça, je pense que cette dimension-là est vraiment très importante, parce que la question de la paix, elle passe aussi par ça, et par le fait que finalement, il n'y a pas de guerre pour les ressources dans les renouvelables. Au contraire d'ailleurs, plus on en utilise et plus les coûts d'accès, plus les coûts des technologies se réduisent et plus l'accès est rendu possible à des gens qui ne pouvaient pas y accéder. C'est aussi une importance très grande de l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a payé pour la réduction des coûts des énergies renouvelables pour le monde entier. Pendant un temps, 90% du photovoltaïque dans le monde s'installait en Allemagne. Ça veut dire qu'avec des prix qui au début étaient très élevés. Et en fait, c'est les Allemands qui ont payé pour les économies d'échelle, et puis ensuite les Chinois s'y sont mis, etc. Bon, l'histoire continue, mais qui fait qu'aujourd'hui on arrive, si je donne juste un exemple, le dernier appel d'offres pour le solaire au Chili, c'est un prix, je vous donnais un prix, peut-être les prix vous disent rien, mais c'est globalement 25 € le mégawattheure. Et pour vous donner la comparaison, à Hinkley Point, ce projet qui va être subventionné pendant 35 ans par le gouvernement britannique pour acheter de l'électricité à 120 € le mégawattheure, 120 € pour le nucléaire, nouveau nucléaire, et c'est 25 pour le solaire aujourd'hui. Au Chili, dans un endroit où c'est plutôt du soleil, ça ne se fait pas forcément partout comme ça, mais quand même les écarts de prix des coûts sont très importants. C'est grâce à ça. Donc en fait, c'est à la fois cette dimension de la paix, de la détente des tensions géopolitiques, et en même temps la possibilité de donner accès ensuite à tout un chacun à une source d'énergie pas chère. Et aujourd'hui, l'énergie solaire apparaît finalement comme étant la solution la moins chère et même la seule possible pour l'électrification des 2 milliards d'habitants qui ne sont toujours pas reliés à un réseau électrique. Même si cette partie-là n'est pas plus développée que ça, mais pour moi c'est important. Et puis, et je m'en tiendrai là pour l'instant, c'est cette dimension citoyenne, mais même au-delà humaine, parce qu'on s'aperçoit au travers de ces portraits de gens qui interviennent dans le film et qui sont des acteurs, qu'à chaque fois, il y a une forte dimension humaine chez eux. C'est des gens qui, pour un certain nombre, ont changé leur vue
au fil de l'histoire, à l'épreuve de la réalité, des faits, etc. Et c'est aussi, d'ailleurs certaines le disent, c'est une fierté de prendre finalement le leadership pour aller ouvrir des sentiers qui n'apparaissaient pas comme acquis d'avance, qui n'apparaissent toujours pas comme acquis d'avance. Mais quand je vois à la fin notre paysan Eddie Kraus qui dit que ce gouvernement allemand, vraiment, c'est presque le pire gouvernement qu'il a jamais vu, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien en avoir déjà un comme ça, si je puis dire, en tout cas sur ce plan-là, parce que quand même, il y a moins de 20 ans, il n'y avait que 2 à 3% d'électricité renouvelable dans l'électricité allemande, et puis il y en a aujourd'hui 33. Et ça s'est fait en relativement peu de temps. Et puis voilà, les systèmes changent, les systèmes de soutien ont été comme ci, ils vont être autrement. Il y a des choses qui vont se passer, le coût des énergies renouvelables va baisser, donc du coup ça va rentrer comme une pratique normale. Donc je veux dire, c'est pas la fin du monde. Et puis d'ailleurs, il professe dedans un contre-argument souvent utilisé en France sur le fait que les Allemands utilisent plus de charbon. C'est juste pas vrai, ils en utilisent beaucoup, c'est vrai, 41% charbon et lignette dans la production d'électricité l'an dernier, donc c'est pas rien. Mais sauf que c'est moins qu'il y a 10 ans et c'est moins qu'il y a 15 ans, et puis c'est sur une pente descendante. En même temps que la pente descendante sur le nucléaire de façon assez importante, puisqu'en 2022, tous les réacteurs devront avoir fermé. Et puis je finis juste sur une note comme ça, puisque cette semaine, ça va être la semaine de tous les dangers pour l'approvisionnement électrique français. À cause du chauffage électrique. Alors on dit à cause du froid, mais je dis à cause du chauffage électrique. C'est des choses très différentes, parce qu'il va faire froid en Allemagne autant qu'en France. Et on aura en France, encore là les chiffres vont rien vous dire, mais globalement une demande de 100 gigawatts, peu importe si vous ne savez pas ce que c'est, mais la demande en Allemagne risque d'être le même jour environ à 65, pour un pays qui est plus grand, beaucoup plus industriel, et puis on va, comme on le fait depuis 3 mois, se chauffer au charbon allemand en France via les radiateurs électriques, parce que c'est quand même principalement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que maintenant l'Allemagne nous envoie bien sûr de l'électricité renouvelable, mais nous envoie aussi beaucoup de charbon. Donc le chauffage électrique, c'est surtout du charbon allemand qui est mis dans le bilan énergétique allemand. Donc c'est des choses qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et puis, peut-être quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que la France est exportatrice d'électricité pour l'ensemble des pays européens, exportatrice nette chaque année, sauf un, l'Allemagne, parce que la France, depuis très longtemps, est toujours importatrice nette d'électricité d'Allemagne, malgré la fermeture des réacteurs nucléaires, etc. Donc, voilà, je m'en tiens là pour quelques mots que me suggérait ce film, et puis ben voilà, on peut en discuter si vous avez des questions, des choses à dire. Allons-y. En fait, moi j'ai plusieurs questions, mais déjà la première question que je me pose toujours, c'est par rapport aux ressources, parce que pour faire des énergies renouvelables, pour faire les panneaux solaires, les éoliennes, etc., bah, on a besoin de ressources, quoi, minérales, etc. Et donc la faisabilité d'une transition énergétique avec les énergies renouvelables à plus ou moins long terme, il y a cette question-là qui se pose, je pense. Après, il y a toujours le problème de l'intermittence là, qui est évoqué dans le film. Et il y a un moment dans le film, l'Américain qui parle de ces 2 milliards de batteries. Voilà, ça aussi, je me demande vraiment si c'est très très réaliste, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, si vous avez un avis sur la question. Voilà. Et puis après, j'ai pas trop compris ce que c'était votre entreprise, la Jurastic. Voilà. Donc c'est la troisième question, enfin la deuxième, troisième. Oui, alors, première question sur les ressources nécessaires en matière, matériaux, etc. pour fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Bon, c'est quelque chose qui est récurrent. Premièrement, je pense qu'il faut qu'on ait bien à l'esprit qu'il n'y a aucune technologie qui est neutre et qui n'a pas d'impact. Donc je pense qu'il faut accepter que toute technologie a un impact et toute technologie de production énergétique a un impact. Après, la question, c'est la question du niveau de cet impact, de la maîtrise de cet impact, du coût de cet impact. Et on entend régulièrement, par exemple, que déjà, on
on fait des capteurs solaires avec du sable. Hein. Donc je veux dire que quelque part, la silice, c'est quand même assez commun. Hein. Après, on dit, mais on utilise des métaux rares. Hein, et donc du coup, il peut y avoir dans les éoliennes des métaux rares. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce que, bien sûr, c'est vrai, mais on fête le 10e anniversaire du smartphone et on n'entend jamais les arguments sur les métaux rares, ou très peu, dans le smartphone, les écrans plats à la maison, les écrans plats dans le métro, et qui sont des grands consommateurs. Donc, et là, c'est juste, donc je ne dis pas que la question ne se pose pas, c'est juste relativiser et prendre le recul avec là où on adresse les critiques, parce qu'elles ne sont jamais adressées par hasard à telle ou telle technologie. Derrière ça, on sait aujourd'hui faire, dans le photovoltaïque, on voit maintenant une entreprise allemande qui fait des façades photovoltaïques, c'est livré en rouleau, hein, c'est-à-dire c'est collé. Hein. Donc on a beaucoup donc on n'utilise plus d'aluminium pour les cadres, par exemple. En fait, il y a énormément de changements qui vont se faire. Pour ma part, j'ai pas du tout d'inquiétude là-dessus. La question de l'intermittence, ben ça c'est clair que c'est un vrai sujet, mais plus il y a une production importante plus il y a une production intermittente importante dans un pays ou un groupe de pays, et puis plus il y a une forme de solidarité mutuelle, parce que il y a du soleil ici, il n'y en a pas là. La nuit, ça, je l'accorde. Il y a du vent, il y en a ici, il n'y en a pas là. Et en fait, quand on regarde, par exemple, en Allemagne, où il y a une partie importante de l'éolien aujourd'hui, quand on regarde les courbes de production, ben, on se situe dans des espaces qui varient pas tellement au niveau global du pays, plutôt du nord, parce que la Bavière n'a pas d'éolien. Donc ça, c'est un élément de réponse. Les autres éléments de réponse, c'est que quelque part, on devra trouver les solutions à ça. Donc on va en trouver... Donc, stocker d'électricité dans des batteries. Bon, ça, jusqu'à présent, on avait pu voir qu'il y a très peu de choses qui avaient évolué dans les 30 dernières années, parce que, en particulier, l'industrie automobile ne s'est jamais intéressée au sujet, et donc il n'y a pas eu de moyens importants pour améliorer les questions de stockage, parce que l'industrie automobile traditionnelle n'a jamais cru aux véhicules électriques et donc du coup n'a pas investi là-dedans. Hein, mais quand on voit maintenant les investissements qui sont faits dans le stockage, on a des progrès très importants, et y compris en termes de taille. Alors, Elon Musk qui ouvre cette semaine son usine au Nevada, qui va faire des millions je ne sais pas ce qui va en advenir, mais globalement, qui c'est qu'aurait dit il y a 10 ans qu'aujourd'hui, il y aurait 3,5 milliards d'habitants dans le monde qui ont ça. Personne. Donc il y a des choses qui évoluent très vite et qui changent très vite. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Europe du Nord, enfin Pays-Bas, Belgique, surtout Flandre, mais que petit à petit, le développement du stockage à la maison, ça se fait. C'est le stockage dans la voiture pour ceux qui ont un véhicule électrique, mais c'est le stockage des gens qui ont du stockage chez eux. Donc c'est des choses qui commencent à se développer. C'est encore embryonnaire, peut-être quelques centaines de milliers de ménages, mais c'est quelque chose qui n'existait pas du tout il y a quelques années. Donc on va vers des choses comme ça. Ensuite, je vais poser la question sur Jurassique, qu'est-ce que c'est ? Donc, le problème qui se pose au niveau territorial, comment par exemple ça se passe pour des projets éoliens aujourd'hui ? En France principalement. En Allemagne, ça a été très différent. C'est que globalement, il y a un développeur qui arrive, qui cherche un espace qui est suffisamment vanté, où il y a un intérêt, donc il part de l'idée que peut-être à cet endroit, il peut y avoir quelque chose. À partir de ce moment-là, entre tout un processus pour le développement, obtenir les autorisations, ça peut coûter 5 à 700 000 euros à dépenser sans savoir si on aura finalement les autorisations qui sont délivrées par le préfet in fine. Et puis ensuite, ce développeur ou lui-même, ou ce développeur fait appel à un fonds d'investissement qui veut venir investir pour faire un parc. Pour vous donner une idée, une éolienne, ça coûte, disons, dans les 4 millions d'euros. Donc, quand on a 10, ça fait 40 millions d'euros. Donc, il faut trouver, pas 40 millions d'euros, mais il faut amener, disons, 20% de ça, et les banques vont amener le reste, etc. Et là,
Il y a des fonds d'investissement qui viennent investir dessus, qui sont la plupart du temps des fonds d'investissement qui ne sont pas français, parce que les fonds d'investissement français ne s'y mettent pas. Les fonds de nos mutuelles, les fonds de nos caisses de retraite ne s'y mettent pas. Et beaucoup continuent à investir dans les énergies fossiles. Dans d'autres pays, là où il y a des fonds, on dit fonds de pension, qui est souvent, le mot fonds de pension est souvent assez mal connoté, mais c'est quand même les fonds pour les retraités de pays qui n'ont pas de retraite par répartition, mais par capitalisation. Et les caisses de retraite, eh bien, elles doivent assurer la retraite de leurs mandants. Et pour ça, il faut qu'elles placent de l'argent là où on est assuré d'une rentabilité assez longue. Ça se passe souvent comme ça. Mais le fait, c'est que l'équipement se fait sur un terrain, sur une zone, là où habitent des gens, mais les revenus y partent. Donc la question, c'est comment faire en sorte que les citoyens, avec leur commune, autant que possible, puissent investir dans cet équipement de telle sorte d'en recevoir les intérêts. Donc l'idée, c'est ça. Donc en Allemagne, dans le domaine des énergies renouvelables, depuis l'an 2000, il s'est construit environ, 120 gigawatts de puissance énergie renouvelable. Une centrale nucléaire, c'est à peu près 1 gigawatt. Donc c'est l'équivalent de 120 centrales nucléaires en puissance. Mais comme ça ne marche pas tout le temps, machin, etc., donc divisons par 3 ou 4, par 4, et ça représente 30-40 centrales nucléaires. Mais c'est quand même l'équivalent de 120 centrales nucléaires en puissance. Mais là, plus de 50%, c'est la propriété des citoyens, des agriculteurs, des communes, etc. Donc c'est un modèle complètement différent. C'est encore une fois, par rapport à des pays où les gens ont plus l'habitude de se prendre en charge, pays fédéraux, pays protestants, où l'implication personnelle est plus importante, et nous, on se trouve et puis qui a choisi de sortir du nucléaire, et donc du coup de libérer de l'espace d'innovation, de créativité, etc., en expérimentant des choses ici ou là. Nous, c'est toujours très difficile d'expérimenter. Dans la loi de transition énergétique, il y a une partie sur le droit à l'expérimentation, un peu comme si l'expérimentation n'était pas un droit qui va de soi d'expérimenter. Non, il faut qu'il y ait une commission qui décide si on peut expérimenter. Et c'est déjà considéré comme une avancée. Donc c'est disons, je veux dire comme ça, le mauvais côté de l'égalité républicaine, je veux dire comme ça, qui consiste à dire que si on ne peut pas faire partout, on fait nulle part. Alors quand on est dans les systèmes centralisés, ben, ça marche, mais quand on est dans les systèmes décentralisés, où ici il y a du soleil, ici il y a du vent, là il y a du bois, il y a de la géothermie, etc., on ne peut pas. Alors si je reviens sur votre question, il s'agit donc, notre société, elle sert à quoi? Elle sert à mobiliser de l'épargne des habitants du secteur considéré, des communes, d'entreprises, l'investir dans le projet, et puis servir des intérêts à ceux qui sont mandants. Par exemple, là, sur un premier projet, eh bien, on servirait un taux d'intérêt de 4% à ceux qui prêtent. Donc là-dessus, on a fait une information, on a créé des clubs d'investissement. La loi prévoit qu'un club d'investissement ne peut pas avoir entre 5 et 20 personnes. Donc on a créé 45 clubs d'investissement. Chacun de ces clubs est membre de la SCIC, Jura-SCIC, là. Et puis, ça veut dire aussi, derrière ça, ça veut dire qu'il y a 2 fois 45, parce qu'à chaque fois, il y a un gérant et un trésorier, avec 90 personnes qui ont une responsabilité dans le processus, qui ont organisé des réunions, vont organiser des réunions, vont relayer l'information, etc. C'est-à-dire, c'est petit à petit un tissu de personnes qui se créent sur le territoire. Et ce film-là, j'ai envie de le faire lors d'une assemblée générale de tous les clubs d'investissement pour que tout le monde puisse voir ça et puis puisse aussi s'identifier au changement, puis que ça fasse qu'on passe d'une démarche individuelle de quelqu'un qui dit finalement c'est un bon placement parce que placer à 4% aujourd'hui c'est quand même pas mal, à un processus où on dit mais oui mais c'est pas qu'une histoire de rémunération de 4%, c'est une histoire de participer à quelque chose qui change. Hein, moi j'ai 2 filles dont une est ici et puis j'ai 6 petits-enfants. Ben, la dernière a 4 ans, elle est actionnaire
du parc éolien, voilà, à 4 ans. Bon, ça veut dire que comme on va différer les intérêts, on va payer qu'à la 6e année les premiers intérêts, ben, quand elle fera ses 10 ans, eh ben, elle va toucher les intérêts de 6 ans de sa participation. Je pense qu'il y a toute cette partie on voit que ce n'est pas qu'une question énergétique, c'est une question d'éducation populaire, c'est une question de voir comment on peut finalement faire communauté sur un territoire. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup, et à juste raison, que le tissu social se délite, que les gens ne se parlent pas, que les gens en zone rurale ils se mettent à voter Front National en assez grande proportion, etc. Qu'est-ce qu'on redonne comme espoir à des zones rurales qui sont plus à même d'abriter des installations comme ça, et aux gens qui sont là pour qu'ils fassent communauté sur un projet qui va se passer chez eux et dont ils vont retirer les fruits. Donc c'est ça. Et puis, si on va plus loin, c'est aussi comment les zones rurales peuvent, vis-à-vis des urbains, reprendre un peu de superbe en les alimentant en électricité. Parce que, comme les urbains ont tendance à regarder les ruraux un petit peu de haut, de façon parfois arrogante, en tout cas c'est perçu comme ça dans le milieu rural, c'est comment on peut aussi rétablir des relations urbain-rural plus équilibrées. Parce que quand on amène l'alimentation et l'électricité, etc., bon, ben, on se sent plus reconnu et du coup, on touche des revenus de ceux qui vont nous acheter quelque chose. Donc en fait, l'idée, on est en France, juste quand on regarde la carte des coopératives énergétiques en Europe, il y en a environ 500. Quand on regarde les points, et on voit des points à des endroits, c'est comme sur les cartes. Toutes les cartes où on cherche des hôtels ou des pizzerias ou je sais pas quoi, il y a plein de points à des endroits, mais quand on regarde la France, il y a une quinzaine de points, alors qu'en Allemagne, il y en a des centaines. Donc on est juste au début de ça. La loi de transition énergétique, maintenant, a permis, a vraiment décoincé des trucs. La loi confère aux régions, maintenant, le rôle de chef de file de la transition énergétique. Donc c'est les régions qui vont être en charge de ça, donc ça se rapprocher du terrain. Les intercommunalités qui auront fait leur plan énergie-climat territorial vont devenir coordinateurs de la transition énergétique sur leur territoire. Donc on voit un mouvement de décentralisation qui se fait. Mais maintenant, il faut juste s'emparer des opportunités qui sont ouvertes, parce qu'on ne va pas tout faire depuis le haut, surtout qu'on est dans un pays où depuis le haut, il y a quand même encore des fortes propensions à faire se prolonger le système du siècle dernier plutôt que d'inventer le système du siècle qui vient. Je voulais vous demander de nous préciser un petit peu comment se passent les relations entre EDF et la production d'énergie renouvelable telle que vous essayez de la développer, telle que Enercop la développe. Donc, dans ce documentaire sur l'Allemagne, ils ont beaucoup insisté, il était très évident que la décentralisation était un élément majeur dans le développement des énergies renouvelables. Et au niveau de ces productions qui sont différentes régionalement, qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce que comment est-ce que ça se passe en France, à la fois pour la production d'énergie renouvelable et aussi au niveau de la distribution? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris bien clairement. Wow, là, ça va être, pour vous répondre à tout ça en si peu de temps, ça va être compliqué. Je pense que vous pointez un sujet qui est un vrai sujet, c'est que notre système électrique français est à l'image de notre système français, c'est-à-dire centralisé, selon un mode de production et de transport-distribution en château d'eau. Donc on produit à peu d'endroits, parce que quand même 75% de l'électricité est d'origine nucléaire et il y a 19 endroits pour la produire, donc c'est quand même pas beaucoup pour un grand pays. Et puis avec transport, distribution, donc on est sur un système type château d'eau. Avec le développement des énergies renouvelables, décentralisées, dispersées, on va vers un réseau qui est plus un réseau type Internet, c'est-à-dire où les relations sont davantage horizontales, restent verticales en partie, mais sont aussi
horizontale, et donc en fait on n'est pas vraiment équipé pour ça. Le système n'a pas été pensé pour ça, c'est pourquoi il faudra aussi faire beaucoup d'investissements dans les réseaux de distribution, qu'on appelle de distribution, mais qui vont être des réseaux qui sont déjà des réseaux de collecte et de distribution, c'est-à-dire on collecte du dispersé et on distribue, mais mentalement on continue toujours à penser distribution comme si c'était un système de petits gros détails, enfin comme on peut voir ça dans la distribution de produits alimentaires ou autres par exemple. Donc en fait, on est dans un... Et donc du coup, quand on a fait des investissements comme ça, quand on a pensé à un système comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à reculer le plus longtemps possible le moment où on devra changer. Donc ça explique, c'est vrai pour les réseaux de distribution, mais c'est vrai pour la production nucléaire, on cherche à dire... pourvu que ça dure encore un petit moment, et faisons que ça dure encore un petit moment, et du coup, EDF, en France, investit très peu dans les énergies renouvelables. Investit beaucoup à l'étranger dans les énergies renouvelables, beaucoup aux États-Unis. La filiale EDF Énergie Nouvelle, qui avait été... C'est une entreprise qui avait été acquise. C'est pas né dans EDF qui a décidé de faire ça. C'est une entreprise qui existait, qui a été achetée par EDF, comme sa sœur Engie, autrefois Gaz de France-Suez, a aussi racheté des compagnies comme ça. Et globalement, les grandes entreprises, c'est pas que dans l'énergie, les grandes entreprises sont en fait incapables d'inventer des modèles qui ne sont pas leurs modèles dominants. C'est pas les entreprises automobiles qui ont développé en premier le véhicule électrique, parce qu'ils étaient opposés à leur modèle dominant. On peut prendre ça dans tout un tas de domaines, c'est la même chose. Dans le domaine, plus la structure est de grosse taille, plus elle fait des investissements qui se rentabilisent sur une longue période, et puis bien sûr, moins elle a envie de changer son modèle, considéré comme un préjudice économique. Donc ce qui se développe en France en termes d'énergie renouvelable, éolien et photovoltaïque, on arrive à peu près en France en moyenne sur l'année de l'ordre de 4%. Attention, donc on est vraiment bas. Donc, mais ces investissements, ils sont faits parce que sur ces investissements, EDF a en éolien 1 gigawatt, donc l'équivalent d'une centrale nucléaire, parce qu'elle a racheté récemment un ou deux parcs qui fait qu'elle arrive à 1 gigawatt. Mais c'est pas EDF qui est le leader. Déjà, je pense que c'est plutôt Engie qui est le leader. Mais après, il y a tout un chacun, il y a beaucoup d'investisseurs, mais avec une activité économique qui se développe derrière. Dans la région où j'habite, qui est Bourgogne-Franche-Comté, une région où il n'y a pas de centrale nucléaire, mais c'est la région où on produit tout le nucléaire, puisque Areva est principalement basée au Creusot et à Chalon-sur-Saône. Mais il y a maintenant, dans l'éolien, il y a un cluster qui réunit toutes les entreprises petites et un peu plus grandes qui ont une activité dans l'éolien. Il y a 1300 personnes dans le cluster éolien. EDF n'est pas dans le cluster éolien, ou s'il l'est, il est par EDF Énergie Nouvelle, mais il y a 80 organismes, donc c'est juste 1 sur 80 s'ils y sont. Mais il y a quand même 1300 personnes, alors qu'au Creusot, à Areva, il y a 2000 personnes. Donc en fait, on va... Dans un cas, on a 2000 personnes concentrées à un endroit, donc c'est important, et socialement, c'est quand même toujours aussi important quand il y a 2000 salariés à un endroit. Mais quand il y a 1300 personnes qui sont réparties sur un territoire, c'est quelque chose qui n'existe pas socialement. C'est quelque chose, vous avez entendu parler, les 500 emplois d'Alstom, c'est un problème, mais les 5000 pas de Bouygues, non pas de comment l'autre compagnie de téléphone là qui en a viré la moitié sur 15 000 là, 5 000 l'année dernière et personne n'en parle quoi. C'est 5 000 dispersés, ça compte pas. Donc alors je comprends que je vais un petit peu en dehors de votre question, mais si je reviens maintenant sur transport et distribution, en fait. Il y a plusieurs activités dans une entreprise comme EDF qui sont censées être complètement étanches les unes des autres. Il y a une activité de production, il y a une activité de transport, il y a une activité de distribution, il y a une activité de commercialisation. Le transport, c'est comme une autoroute avec des camions, si vous voulez, ou des voitures. Le transport, n'importe qui doit pouvoir utiliser la route ou l'autoroute. Donc, ça veut dire que ceux qui sont responsables du transport, eux, ils se rémunèrent sur quoi? Ils se rémunèrent sur l'électricité qui passe. Que ce soit EDF ou pas EDF, etc.,
c'est pas le problème. Et même, il y a une confidentialité absolue, parce que le réseau de transport, RTE, ne doit communiquer, en fait, à personne, pas à EDF, des informations d'autres acteurs allemands, espagnols, britanniques ou autres qui vont utiliser son réseau. Donc, il y a une forte étanchéité. Ceci dit, il y a aussi des personnels qui passent de l'un à l'autre, donc ça existe aussi comme ça. Et puis après, la distribution, les réseaux de distribution, c'est-à-dire ceux qui amènent ici, par exemple, ils sont propriété des communes. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, ça. La propriété, c'est les communes. Mais les communes doivent le mettre en concession à EDF. Sauf 5% qui reste communal. Donc en fait, ça appartient aux communes, mais en réalité, c'est EDF qui est le concessionnaire des communes, et les communes sont les concédants. La plupart du temps, les communes sont regroupées au niveau départemental, par exemple, pour avoir un contrat de concession. Mais vous voyez, si on reprend l'histoire de France là-dessus, les communes, elles ont cette responsabilité depuis déjà 1884, disons surtout depuis 1906. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'il existe une compagnie nationale. Mais les derniers contrats de concession, je dis les derniers, vous allez rigoler, parce que c'est au milieu des années 20, des contrats de concession ont été signés entre les communes et les distributeurs, qui étaient publics, privés, coopératifs, pour 40 ans. On arrive au milieu des années 60, l'électricité a été nationalisée, les maires qui ont signé ces contrats de concession sont probablement décédés pour une large part, etc. Donc, et qu'est-ce qui se passe en 1965 au terme de ces contrats de concession? Ben rien. Rien, il ne se passe rien. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Il ne se passe rien. C'est-à-dire que ça continue, le système continue à fonctionner sans qu'il n'existe plus de contrat. Les communes ont même oublié qu'elles étaient propriétaires des réseaux. Il y a des communes qui ont racheté EDF des bâtiments qui leur appartenaient en fait, parce qu'ils ne savaient pas. Enfin, il a fallu attendre en fait le milieu des années 80 pour que, dans l'optique d'une directive européenne sur l'électricité qui se préparait, la France et EDF en particulier prennent peur de se trouver en situation d'illégalité du fait qu'elle distribuait de l'électricité hors de tout contrat signé. C'est à partir de ce moment-là que des contrats ont été signés. Ça fait partie un peu du patrimoine national. Quand on dit aujourd'hui que le service public aujourd'hui, on doit aller vers un service public, par exemple, de l'efficacité énergétique, comme on a été vers un service public pour amener l'électricité à tout un chacun. Ça a été un progrès, donc il y a tout ça. Mais maintenant, c'est utiliser les mêmes mots pour dire autre chose. Service public de l'efficacité énergétique ou un service public de la transition énergétique. Parce qu'il y a derrière toute la crainte de voir une privatisation totale du système. Et donc, du coup, c'est aussi des choses qui sont assez compliquées dans un pays qui considère que la propriété publique, c'est important, même assez transparti, en fait. Il y a des formes de consensus qui existent, même s'il y a des ouvertures de capital des entreprises auprès. Donc, les choses ont changé, ont évolué, mais globalement, il y a ça. Disons que les systèmes coopératifs, c'est des systèmes qui peuvent venir comme une réponse, où à la fois c'est d'initiatives privées et coopératives, dont le but n'est pas le profit et la distribution des profits, et qui peut finalement être une réponse tierce à la question publique qui, en fait, brise souvent l'initiative en même temps. Il faut bien se rendre compte de ça. Hein. C'est notre système qui est chéri par les Français qui disent que EDF, c'est l'entreprise qu'ils aiment le mieux de toutes les entreprises, mais qui, en même temps, enserre un peu l'initiative. Donc on est là, on est plein dans ce moment aujourd'hui, hein, où la loi de transition énergétique prévoit des objectifs de réduction du nucléaire et où l'entreprise dit attendons les prochaines élections pour nous en débarrasser, et où même l'État aujourd'hui qui a fait voter cette loi ne parvient pas à prendre les décisions pour mettre en application avec la fermeture des réacteurs qui seraient nécessaires d'ici 2025, n'arrive pas à prendre cette décision-là parce qu'il y a une... je ne sais pas si je dois appeler lobby, c'est un lobby, mais c'est globalement, il y a un espace d'intérêts croisés
à la fois scientifique, économique, industriel, qui consiste à dire, attendez, on a été les champions du monde, donc on va toujours être les champions du monde, mais voilà, mais la France, c'est 1% du monde en population, donc si tant est qu'elle ait pu y penser un jour, c'est pas le modèle français qui va s'imposer aux autres, mais c'est plutôt le sens contraire que ça risque de se passer. Et aujourd'hui, il y a un tel mouvement dans la production décentralisée qui rend accessibles les technologies qui n'étaient pas accessibles autrefois. On n'imagine pas des citoyens qui vont cofinancer une centrale nucléaire, par exemple. Et puis, on n'imagine pas des citoyens qui vont s'intéresser à des technologies aussi compliquées. Donc Mais quand on a des technologies relativement simples, de taille appropriable, etc., ben voilà, on rentre dans un processus où on peut faire soi-même. Donc c'est vrai soit pour les travaux d'économie d'énergie, que c'est vrai pour la production, et d'ailleurs, les travaux d'économie d'énergie, dont il est quand même pas mal question dans le film, c'est-à-dire sur les économies de chauffage, sur les économies d'électricité, etc. Souvent, je dis, quand je suis dans des univers énergie renouvelable, je dis, la première énergie renouvelable, c'est quand même l'économie d'énergie, parce que quand on a réduit de 50%, eh bien ça se renouvelle les années suivantes. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand on a fait une fois, voilà, on ne refait pas tous les ans. Hein. Si on réduit la consommation, et quand on voit ce chantier c'est très intéressant, ce chantier. Je pense que beaucoup de gens sont souvent surpris en voyant ça par l'épaisseur. Hein. Parce qu'on n'a pas... Enfin maintenant, ça commence à se développer un petit peu en France, mais il y a quelques années, quand on disait qu'on va mettre 20 ou 25 cm, les gens ne croyaient pas que c'était vrai, quoi. Donc c'est... Comment ça se passe pour l'énergie des scopes, la vôtre ou l'autre? En fait, les éoliennes produisent de l'électricité qui est rachetée par EDF, qui le revend aux consommateurs, ou c'est vous qui facturez? Oui, alors là on est sur... Il y a des gens dans la salle qui en parleraient de façon plus précise que moi. Ce qui a lancé le système, c'est ce qu'on appelle les tarifs d'achat, qui ont offert un prix garanti sur une certaine période, qui a permis aux investisseurs de sécuriser les investissements, investisseurs qui sont déjà des privés, hein, chez eux, ou collectifs ou industriels, de sécuriser leur investissement en disant, voilà, pendant 15 ans, je sais que je pourrai vendre à tel prix, donc du coup, je m'engage à faire ça. EDF achetait cette électricité, ou achète cette électricité, mais avec l'argent d'une taxe contribution que vous avez sur votre facture, CSPE, contribution au service public de l'électricité, c'est-à-dire achète cette électricité, donc le surcoût de cette électricité, l'achète avec une contribution que chacun paye. Donc c'est pas EDF qui paye plus cher, c'est EDF qui utilise la cagnotte collective pour le faire. Depuis maintenant 3 mois, 4 mois, Enercoop par exemple peut le faire. C'est issu de la loi de transition énergétique, le monopole d'EDF n'existe plus pour ça. Et donc progressivement, comme les tarifs d'achat garantis vont cesser pour une grande part de la production, sauf pour les installations qui vont rester petites, ou les éoliennes par exemple jusqu'à 6 éoliennes, mais au-delà non. Donc là, il va falloir que les producteurs vont devoir vendre sur le marché, donc vont devoir trouver des clients. Donc il y aura des contrats directs qui vont être faits entre des clients et des fournisseurs. Et donc du coup, c'est là où les communes ou les collectivités locales peuvent avoir un rôle important à jouer. C'est-à-dire qu'elles peuvent passer des contrats avec des producteurs locaux qui garantissent qu'on achète local, que l'argent qu'on va dépenser va rester sur le territoire, et puis qui sécurisent les investissements qui sont faits parce qu'ils vont trouver un débouché. Donc il y a toutes des choses comme ça à trouver qui sont en train de s'inventer. Et on est... ça bouge. Enfin, moi, je suis cette actualité, comme quelques autres qui sont ici, je peux dire presque nuit et jour. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas étonné par quelque chose de nouveau. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir pourquoi il y a des réticences à installer des éoliennes. Je pense à un petit village dans l'Indre où je connais quelqu'un, et puis ils sont assez opposés à l'installation d'éoliennes. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que c'est réel? Est-ce que la technologie s'est améliorée et qu'on peut donner des arguments positifs? Oui, alors là, si je me lance là-dedans, ça va aussi prendre du temps. On peut trouver les argumentaires
parce que forcément, on trouve ça assez facilement sur Internet. Hein. En fait, il y a une poignée de gens qui, en fait, sont opposés. C'est ça, qui sont assez bien organisés. Parce que quand on fait toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites chaque année sur l'éolien, sur les renouvelables, mais aussi sur l'éolien, il y a une proportion qui est quand même très importante, qui est de l'ordre de 80 ou 85% de gens qui sont favorables. Et quand on interroge des gens qui sont situés près d'un champ d'éoliennes, eh bien, c'est même 1 ou 2 points de plus. Donc, en fait, ça, c'est une réalité d'opinion. Ensuite, il y a des groupes qui sont très bien organisés et certains sont très bien appuyés par une structure qui s'appelle la Fédération pour l'environnement durable, qui est une émanation de la Société française de l'énergie nucléaire et qui publie régulièrement des communiqués sur le sujet et qui alimente en argument les gens qui sont sur le terrain. Dans ma région vient d'être fait une association anti qui est principalement conduite par des propriétaires de châteaux, hein, et aussi des retraités parisiens qui sont venus à la campagne et qui ont du temps et qui sont venus à la campagne et qui veulent rien autour de chez eux. Donc c'est la matière principale est là. Et l'objectif qui se fixe, c'est aller perturber les réunions publiques. Donc j'étais encore avec un ami qui est conseiller municipal il y a 2 jours, là, et il me dit, on a fait la réunion chez nous. En fait, il y a un groupe de 10 qui est venu, qui n'était pas du tout... et qui ont perturbé la réunion. On n'a pas pu faire de dialogue avec la population. Donc il y a tout un tas d'arguments. L'argument, c'est, par exemple, il n'y a pas de vent. Et puis il y a des gens qui se font beaucoup d'argent dessus. Alors c'est 2 choses l'une. C'est ou bien il n'y a pas de vent, et il n'y a pas d'argent, ou bien, je veux dire, c'est difficile de tenir les deux en même temps. Un des leaders, c'est le sénateur de Raincourt, qui vient d'être pris la main dans le sac parce que pendant X années, il a touché 4 000 € par mois d'une caisse noire du Sénat. Et c'est lui qui fait des déclarations sur c'est tout les histoires de pognon, ces histoires-là. Mais c'est des gens qui ont une certaine aura. Il y a dans ma région une châtelaine. Alors, tout ça, si vous suivez toute l'histoire de Giscard d'Estaing, effectivement, qui a organisé tout ça depuis très très longtemps, qui a toujours été opposé à ça, qui a été aussi le lobby pro-nucléaire du Creusot et tout ça. Voilà, il y a toute une histoire où il a été toujours très très actif sur le sujet. Donc voilà, il y a tout un mouvement comme ça. Alors comme maintenant ça fait plus de bruit, presque plus de bruit, donc maintenant on parle des infrasons, c'est-à-dire des sons qu'on n'entend pas. Il y a énormément de progrès qui ont été faits, et en même temps, les progrès, ils ont été dans plusieurs dimensions. Aujourd'hui, beaucoup d'endroits où s'installent des éoliennes aujourd'hui, on n'aurait pas mis il y a 10 ans, parce qu'on ne pouvait pas avoir des éoliennes assez hautes pour aller capter le vent assez haut. Donc on a plutôt des machines qui sont plus grosses aujourd'hui. Donc ben voilà, il faut tenir compte de tout. On peut pas ne pas tenir compte de tout, mais il se raconte comme c'est expliqué dans le film. Et c'est exactement, il y a les mêmes qui existent ici. C'est aussi une des raisons pour laquelle la participation citoyenne et l'investissement citoyen, c'est un facteur d'acceptation sociale. Parce que la question, c'est garder l'argent à la maison. Et regarder sur le territoire la partie la plus importante possible de ce qui est produit sur le territoire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une optique différente. C'est aussi un peu mon affaire. C'est pas l'affaire de quelqu'un qui est venu là et qui, finalement, d'une certaine façon, m'implante quelque chose chez moi, et puis moi, j'en vois pas la couleur. Ben si, je vois la couleur de l'éolienne, mais je vois pas la couleur des revenus. Donc, il y a un problème sur le modèle, là. Et actuellement, les développeurs sentent bien qu'il y a ce problème-là, et du coup, la création de notre société jurassique, mais comme il y en a d'autres qui existent en France sur le sujet, c'est quelque chose, je pense, qui vient bien à point, parce que les développeurs aujourd'hui sont en situation de chercher des alliances avec de l'investissement citoyen et communal, parce que c'est un facteur d'acceptation sociale. Nous, sur le projet sur lequel on est aujourd'hui, il n'y a pas eu de recours, parce qu'il y a eu un travail de terrain
avec les maires, avec les gens, etc. Et du coup, ça s'est bien passé. Et quand il n'y a pas de recours, on gagne 2 ans dans un projet. Et voilà, c'est tout ça. Il faut savoir qu'un projet éolien aujourd'hui, ça met 8 à 10 ans. En Allemagne, c'est 3 à 4 ans. D'accord ? Donc, voilà, on est dans les... Mais on voit aussi en Allemagne aussi des mouvements d'opposition. Les Bavarois, ils ont toujours dit pas d'éoliennes chez nous. Les Bavarois, ils font du solaire à fond. Si vous traversez la Bavière, vous ne pouvez quasiment pas regarder un paysage sans qu'il y ait du bleu. Ils ont, quand c'est très ensoleillé, en hiver ou en été, il y a l'équivalent de 5 à 6 centrales nucléaires de solaire qui débitent depuis la Bavière. Alors pour les réseaux, je vous dis que là, c'est sportif aussi. Donc, parce qu'il faut être capable de gérer ça. Et là, quand ça arrive comme ça sur le marché, s'il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, eh bien, le prix d'électricité en Allemagne, comme ça s'est passé encore il y a 15 jours, il est négatif. C'est-à-dire que le prix du marché spot est négatif, c'est-à-dire... D'accord ? Vous avez compris ? C'est-à-dire que, oui, le prix est moins que 0. C'est le cas au Chili aussi, où la ligne de transport, c'est la même chose qu'en Allemagne, a pris du retard entre les endroits où l'on produit beaucoup et puis Santiago, où il y a une partie importante de la population. Donc, résultat, ils donnent l'électricité gratuitement dans toute une zone, parce qu'ils ne peuvent pas encore accorder. Donc on est dans des... Alors il y a maintenant sur ces sujets-là, pour ceux qui s'y intéressent, il y a une transparence absolument complète, minute par minute, sur une application de RTE. On sait tout, le prix dans chaque pays, les volumes d'export, import, la production, consommation nationale de votre région, de tout. C'est vraiment quelque chose, ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'on sait tout, quart d'heure par quart d'heure, ce qui se passe sur l'électricité, sur les échanges d'électricité, etc. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'efforts de transparence qui ont été faits, mais ça, c'est aussi les résultats de comment les systèmes de transport s'adaptent à la nouvelle donne. Les dirigeants de RTE, de transport, ils disent, donnez-nous ce que vous voulez comme électricité, nous, on se débrouille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout un langage qui est contre les baisses de consommation d'électricité. Au contraire, toutes leurs prévisions vont dans le sens d'une stabilisation d'une baisse des consommations électriques en France. Ils ne sont pas du tout sur une optique dit non, nous on sait faire que du centralisé, bien que le système de réseau en France il est quand même fait comme ça. Ils disent nous on s'adaptera à toute situation, c'est notre métier de faire ça. Donc en fait, c'est des éléments d'ouverture qui n'existaient pas autrefois. Donc, quand les Français disent mais les Allemands ils payent l'électricité beaucoup plus que nous, mais sauf que les citoyens allemands ils plébiscitent à 80% l'Energie 22, la transition énergétique. Donc ils se plaignent, ils ne s'en plaignent pas parce que ils ont opté pour sciemment. Voilà. Donc c'est des éléments très important à prendre en compte, puisqu'il y a eu... Puis les Allemands ont vu les choses de façon différente. Par exemple, après Fukushima, ils ont réuni une commission d'éthique avec des philosophes, des pasteurs, des évêques, des scientifiques, une commission d'éthique sur l'avenir du nucléaire. Et cette commission d'éthique a remis un rapport à la chancellerie pour... il faut arrêter. Mais confier, mettre ça sur les plans de l'éthique, c'est des choses qui sont importantes. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, je ne vais pas vous livrer des secrets du conseil d'administration d'EDF, mais quand il a été question de repousser, parce que les premières générations de réacteurs qui sont fermés depuis 1985, disons voilà, en moyenne, ils ne seront pas achevés de démanteler avant 2106. D'après le nouveau programme. Donc ça fait quand même du temps, ça fait 6 ou 7 générations. C'est 6 générations, c'est pas tout à fait rien. Donc, et j'ai dit quand même, au-delà de la question technique, il y a quand même une question éthique. Qu'est-ce qu'on fait avec les choix qu'on fait aujourd'hui et en termes de solidarité intergénérationnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très difficile
en France, d'avoir de la réflexion éthique sur des sujets scientifiques. On l'a sur certains domaines, hein, notamment sur les questions génétiques ou autres. Mais dans le domaine énergétique, on n'a pas encore de réflexion éthique. Or, quand on regarde les différents éléments qu'on retrouve aussi dans le film, hein, c'est globalement les ressources renouvelables, elles sont facteurs de paix, de réduction des tensions, elles sont des facteurs aussi d'égalité, d'équité, d'accès de tous à des formes de l'énergie, même si on n'a pas de réseau, même si ça tourne en boucle en France. Il y a 2 milliards d'habitants dans le monde qui n'ont pas d'électricité. Et vraiment, c'est dommage. Ça fait 20 ans qu'on entend la même chose. Mais aujourd'hui, les réponses existent. Avant, elles n'existaient pas forcément à un coût abordable. Aujourd'hui, les réponses existent. Et il y a quelques années, j'aurais dit, elles existent, mais pour des besoins juste domestiques ou d'éducation, école, etc., dispensaires, donc des besoins basiques. Mais aujourd'hui, avec les progrès qui ont été faits dans le photovoltaïque, ça peut exister aussi pour de la production, de la transformation, etc. Donc j'avais tendance à dire il y a quelques années, ne laissons pas berner par un petit peu la stratégie du pauvre qui consiste à dire ils vont bien se débrouiller avec ça. Mais aujourd'hui, c'est différent. Voilà, parce que les prix, hein, depuis 1970, le prix du photovoltaïque était divisé par 100. Donc, et dans les 5 dernières années, divisé par 3,5 à 4. Donc, et puis ça va continuer. Au bout d'un moment, ça s'arrête, hein, mais disons que la tendance est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. So let's change, let's not